Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Atelier littéraire, une émission consacrée à l'actualité de l'art, de la culture, des livres et de la diversité des productions culturelles intellectuelles. Nous sommes à l'Université catholique de Lille, au Media Lab, à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines. Et je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Erika Thomas. Bonjour Alyosha. Bonjour, bienvenue. Vous êtes professeur des universités à la FLSH, l'Université catholique de Lille, ici donc, et à l'Université d'Artois en cinéma audiovisuel et anthropologie visuelle. Et parmi vos travaux, une place importante est consacrée à l'art, l'art dans sa diversité, l'art à la fois dans sa tradition, le cinéma par exemple, mais aussi dans ses formes les plus novatrices, les plus nouvelles, les plus originales. Je m'explique, c'est-à-dire que vous avez consacré notamment un livre à un grand nom du cinéma contemporain, Ken Loach, Cinéma et Société, en 2008, où vous avez développé toute une analyse de différents thèmes, différentes approches de cette œuvre, encore en cours, puisque Ken Loach sera bientôt au prochain Festival de Cannes, donc son œuvre est encore en cours, mais notamment les personnages latino-américains, vous les avez approchés à travers ce livre, dans le cinéma de Ken Loach. La question, évidemment, incontournable, je dirais, mais vous l'abordez d'une certaine façon, c'est l'engagement politique, la question du politique, et aussi la conception lochienne, je ne sais pas si je le prononce bien. Oui, moi je dis ça, oui, voilà, oui, ça... de l'amour. Oui, ça c'est très intéressant aussi. Qui me semble tout à fait intéressante, si vous me permettez de... Commençons par ça, oui. J'ai travaillé sur Ken Loach, je ne travaille plus sur Ken Loach, mais Ken Loach a représenté une figure très importante pour moi à un moment donné, pour diverses raisons. Et donc, effectivement, j'ai trouvé dans sa conception de l'amour quelque chose que je trouve tout à fait intéressant, parce que tout à fait opposé à ce qui peut se présenter dans le cinéma américain et peut-être aussi dans le cinéma français. C'est-à-dire que l'histoire d'amour, la rencontre amoureuse, elle n'a rien à voir avec l'éblouissement chez Ken Loach. Alors qu'en fait, la plupart du temps, vous regardez un film américain, deux mannequins tombent fou amoureux l'un de l'autre. Hein. Très souvent, c'est ça. Une très belle femme tombe amoureuse d'un très bel homme. Et donc, scénario classique. Oui, voilà. Alors, je ne voudrais pas avoir l'air de mépriser le cinéma américain, mais très souvent, il y a de ça. C'est-à-dire qu'on part de l'éblouissement. Et je pense que dans la conception que Ken Loach a de l'amour, il y a quelque chose qui me semble beaucoup plus intéressante. C'est qu'en fait, dans les films que j'ai analysés dans ce livre, on tombe amoureux à partir d'un certain nombre de failles qu'on retrouve chez l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, deux personnes, c'est le fait d'avoir des fragilités en commun et d'avoir besoin d'être l'un avec l'autre pour pouvoir colmater, pour pouvoir penser ses fêlures, ses faiblesses, qui fait qu'on tombe fou amoureux. Et je crois beaucoup à ça. Et systématiquement, il y a une très très belle photographie de Zineb Sedira qui s'appelle True Lovers, qui montre deux vieux paquebots en bout de route. Hein. Ils sont tous les deux très déglingués. Oui. L'un contre l'autre. Et ça me fait toujours penser à Ken Loach, parce qu'on se rend compte que celui qui est le plus abîmé, c'est celui qui porte finalement celui qui a l'air le moins abîmé. Et je pense qu'il y a un peu de ça chez Ken Loach, c'est-à-dire que ce n'est pas celui qui a l'air le plus solide d'apparence extérieure qui est le plus solide. Donc c'est toute une réflexion sur la faille, et c'est ce qui m'intéresse, parce que je pense que c'est le point de départ de toute rencontre, pas seulement amoureuse. Je pense que c'est la question de la faille, de la fêlure, de la blessure, c'est le point de départ des vraies grandes rencontres, amoureuses ou amicales. Et donc voilà, c'est ce qui m'a beaucoup plu, au-delà de la dimension politique, qui est toujours étudiée chez Ken Loach. Mais moi, c'est aussi ça qui m'a intéressée. Oui, c'est l'originalité de votre travail, puisque ça permet de ramener aux politiques, parce que même l'identité sociale, l'identité culturelle, l'identité professionnelle, elle naît aussi de quelque chose qui est au départ une fragilité, une faiblesse, et qui peut devenir une force, qui peut donner une certaine... Est-ce qu'il y a aussi le thème de la famille, par exemple, que vous analysez? On pense à Family Life, par exemple. Qui n'est pas le film préféré de Ken Loach, d'ailleurs. C'est ce qu'il m'avait dit quand j'ai eu le bonheur de le rencontrer juste après sa première Palme d'Or à Cannes. Oui, effectivement, il y a cette question de la famille. Comment le sujet, finalement, dans une famille très conservatrice, comment est-ce qu'un sujet va exprimer le symptôme d'un mal-être parce qu'il va être différent, parce qu'il va vouloir créer une ligne de fuite. Effectivement, il y a tout ça chez Ken Loach. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup chez Ken Loach, c'est que le cinéma de fiction, il a une portée documentaire qui est très intéressante. C'est-à-dire qu'on se rend compte que le potentiel d'évocation du réel de son cinéma de fiction
est vraiment extrêmement puissant. Et c'est ce qui fait que on peut le regarder vraiment comme quelque chose comme un objet culturel, presque plus que comme un objet esthétique. Je pense que c'est vraiment un discours sur la société, pas seulement la société anglaise, britannique, je pense sur la société en général. Vous savez, quand au début du film, je crois que c'est au début de Kes, il montre en fait je ne sais plus si c'est au début de Kes, il faudrait que je revoie. Non, c'est au début d'un autre film où il montre peu importe. Au début d'un de ses films, il montre, donc il fait un petit reportage sur l'armée qui crée de l'emploi. Looks and Smiles, voilà, c'est le début de Looks and Smiles. Je cherchais le nom en français, mais c'est pas grave, je donne en anglais. Il montre l'armée qui est là et dans les écoles, on va montrer finalement, on va faire la publicité de l'armée pour montrer que l'armée recrute, etc. C'est un film qui date des années 60-70. Hein. Il existe aujourd'hui en France des centres d'information et d'orientation où il y a une permanence de l'armée qui vient expliquer que l'armée recrute. On peut le voir aussi. Donc il y a quelque chose qui est dit sur notre société, sur les images que produit cette société. Enfin, il y a une portée documentaire qui est très, très, très intéressante. Et puis, il y a toute cette... c'est le porte-voix, finalement, des sans-voix, Ken Loach. C'est quelqu'un qui donne à voir et à entendre ce qu'on ne veut pas voir et qu'on ne veut pas entendre. Et est-ce que vous diriez qu'il a gardé justement toute cette exigence initiale encore aujourd'hui, c'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, là, votre livre date de 2008 par exemple, vous l'avez rencontré à peu près à cette époque-là, etc. Est-ce que, en tout cas, il a gardé cette... il représente une je pense qu'il continue de représenter quelque chose de tout à fait particulier, voilà, oui. Je pense qu'il a une exigence dans son travail qui est celle de montrer des choses qui sont de l'ordre de la conviction, qui sont de l'ordre de valeurs qui sont les siennes, et qu'il convient évidemment de saluer. Donc je pense que c'est tout à fait important qu'il y ait des réalisateurs comme Ken Loach pour nous montrer la réalité. Et on a commencé par la question de l'amour, mais c'est pas anodin que de montrer que les choses, elles se passent pas justement comme on prétend qu'elles se passent. C'est pas une question d'éblouissement, c'est autre chose. Eh bien, on pourrait dire ça de tout. Les choses, c'est pas ce qu'on montre, c'est pas ce qui est manifeste, c'est ce qui est latent, c'est ce qui doit être travaillé, en fait, qui produit finalement les réactions, les sentiments, enfin tout ça. Et alors justement, donc je renvoie à ce livre, Ken Loach, Cinéma et Société, mais vous évoquez il y a un instant le rapport qu'il y avait déjà chez Ken Loach entre documentaire et fiction. Mais j'ai l'impression que dans votre travail, disons peut-être plus personnel encore une fois, ce rapport entre la fiction et le monde ordinaire, entre l'imaginaire et le réalisme, c'est quelque chose que vous travaillez aussi à votre façon, parce qu'il y a ce livre qui est absolument incroyable, qui s'appelle Art Video et Fiction du quotidien, le titre en tout cas est évocateur, qui est un livre incroyable, passionnant, qui est à la fois une sorte de livre montage, très créatif donc, où justement vous redéplacez un petit peu les codes, presque même les codes aussi de lecture, parce que c'est un livre qui d'abord présente des actions artistiques, ça il faut bien le dire, que vous avez menées dans le cadre de votre travail à la fois d'enseignant, vous menez des ateliers, vous avez des classes aussi d'étudiants qui travaillent dans les domaines de l'art et de la culture. Donc ça sert de support pédagogique et en même temps, vous avez quelque chose un peu de l'ordre du romancier, presque une sorte de Conan Doyle, vous nous mettez sur des pistes. Mais si, il y a tout un jeu d'énigmes. Par exemple, la première partie, c'est sur les traces de Bob Santiano. Alors, personnage imaginaire, figure rêvée, mythique. On vous voit aussi en scène avec des photos qui vous représentent. Oui, ce sont en fait, toutes ces actions artistiques, c'est vraiment... D'abord, je tiens beaucoup à ce travail que je fais et qui me met en scène, d'une certaine façon, parce que je me mets en scène dans ce travail. En fait, moi, je travaille, c'est une façon de travailler la figure du quotidien. En France, il y a un proverbe qui dit, enfin, c'est pas un proverbe, mais on dit très souvent fuir le quotidien. C'est important de fuir le quotidien. C'est vrai. Alors, mais moi, je pense pas. Je crois que le quotidien, c'est la vie, qu'il n'y a qu'une seule façon de sortir du quotidien, c'est de mourir, et que quand on est ancré dans la vie, comme je tente de l'être depuis toujours, on essaye de voir justement, comme l'ont fait les artistes des années 50, 60, Fluxus, les nouveaux réalistes, c'est-à-dire on essaye de voir
la vie avec d'autres lunettes. On essaye de voir le quotidien, c'est-à-dire tout ce que le quotidien produit d'extraordinaire. Voilà, saisir le merveilleux dans le quotidien, voilà. C'était aussi le propos des surréalistes. Hein. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que c'est voir débusquer finalement, dans des choses extrêmement banales, matière à réfléchir et à créer, et à être exalté par la vie. Alors vous avez cité par exemple Bob Santiano. C'est vrai que par exemple, quoi de plus banal, il y a 3 actions artistiques, c'est l'une d'entre elles, quoi de plus banal finalement que de commencer une journée en disant tiens, j'ai fait tel rêve. Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais là, mon conjoint me dit « J'ai fait un rêve extraordinaire, j'ai rêvé qu'on partait autour du monde, on voyageait partout, et puis on disait qu'il y avait un Bob Santiano qui n'était pas mort. Est-ce que ça te dit quelque chose, Bob Santiano ?» Moi, ça ne me disait absolument rien. Donc voilà, on a fini le petit-déj, on a parlé de ça. Après, nos enfants sont arrivés, Bernard continuait de parler de ça, des amis sont arrivés, et Bernard parlait tout le temps de ce rêve, et j'ai pris conscience que ce rêve devait être quelque chose d'extrêmement important pour lui, pour qu'il parle, et j'ai décidé de réaliser son rêve. Comme on n'avait pas d'argent ni le temps de faire un tour du monde, j'ai décidé donc de créer un tour du monde à Paris en passant par les rues qui portent des noms de capitales étrangères. J'ai sollicité des amis, j'ai confectionné des cartes postales, j'ai recueilli des petits objets dans ces rues, j'ai attendu, enfin je m'étais fixé. On les voit ces objets dans le livre d'ailleurs, il y a des photographies qui mettent en scène des sortes d'indices, des sortes de pistes. Voilà, j'ai créé des cartes postales pour l'occasion, j'ai envoyé des cartes postales à des amis de ces rues. Donc on a fait un voyage que je trouvais extraordinaire, et j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, vous le savez, Alyosha, j'ai été un peu, voilà, j'ai beaucoup voyagé à travers le monde, je suis partie en Océanie, enfin je suis partie un peu partout, en Amérique latine, mais je pense que mon plus beau voyage, ça a été ces 48 heures à Paris, où on a fait ce tour du monde. Parce que finalement, ce n'est pas que partir, voilà, c'est pas que attendre pendant 20 minutes que quelque chose se passe, hein. C'est se rendre compte en fait qu'on est vivant. Et donc, toutes ces actions, elles sont évidemment influencées par Pérec, par Sophie Calle, par voilà, des gens qui ont eu avec le quotidien un rapport tout à fait particulier et qui convient d'avoir. Hein. Donc j'ai un cours ici à la fac où justement les étudiants doivent créer une action artistique. Hein, et je dis toujours à mes étudiants que je ne leur demande pas ce que je n'ai pas fait moi-même. Donc je leur présente effectivement mes actions et je leur demande aussi de créer des actions. Et en général, ils sont très contents, ils se rendent compte en fait que ça permet justement de voir les choses d'une autre façon. Ouais. Est-ce que vous pensez que l'art, justement, peut-être plus encore aujourd'hui, doit être justement en interaction avec ce monde réel, avec ce quotidien? C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une séparation entre le monde de l'art et le monde aussi de la présence ordinaire, que l'art doit aussi traverser. Mais il faut une imagination quand même, il faut quand même avoir une faculté de se saisir. Il faut s'autoriser, je pense qu'on a tous une imagination. Il faut s'autoriser, c'est-à-dire que s'autoriser, ça veut dire que non seulement on va considérer que c'est très important de faire une action artistique comme on l'amène, on va trouver que c'est vraiment quelque chose de très important et on va être prêt à répondre à celui qui va nous dire je vois pas l'intérêt, eh bien on va être prêt à dire mais si, c'est vital, pour moi c'est vital. Partir sur les traces d'Adamov Strabia, un autre personnage, ça a été quelque chose de tout à fait important pour Bernard et moi. Donc je pense que c'est important. Et vous parliez d'art à l'heure actuelle. Bon, l'art a toujours été, depuis toujours, quelque chose qui... Il y a une dimension un petit peu salvatrice dans l'art, mais aujourd'hui, plus que jamais, vous qui êtes un grand connaisseur de Nietzsche, vous savez que Nietzsche a dit qu'on a besoin d'art, de l'art, pour ne pas mourir de ces vérités terribles. Je ne sais plus la phrase exacte, mais c'est quelque chose comme ça qu'il disait, ou Robert Filiou qui disait « l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art hein. ». Donc on voit bien que... Le rapport à la création, hein, parce que l'art c'est peut-être un grand terme, mais le rapport à la création, c'est quelque chose qui vient vous ressourcer, qui vient vous, je pense, restaurer un lien que vous avez avec vous, avec l'autre, avec la vie. Et donc forcément, vient vous fortifier dans un monde où finalement, on ne cesse finalement de nous affaiblir. Hein. Donc je pense qu'effectivement, oui, c'est tout à fait important. Et vous qui travaillez beaucoup en tant qu'anthropologue, notamment anthropologue du visuel, des médias, sur l'identité, l'identité collective, quelle est l'identité finalement d'un personnage imaginaire? Peut-être qu'il a une identité assez forte malgré tout. Mais vous savez, moi je crois que nous sommes, je ne dirais pas que nous sommes tous des personnages imaginaires, mais nous portons une fiction. C'est-à-dire que quand vous croisez quelqu'un et que vous imaginez l'histoire de cette personne,
même si vous ne connaissez pas la personne, ou quand vous connaissez quelqu'un et que la personne vous raconte, tiens, je suis partie au théâtre, j'ai vu, et que vous imaginez que vous êtes en train de produire une fiction. Donc, je pense que nous produisons de la fiction, elle est attachée finalement à l'humain. Vous voyez, donc je crois que l'identité d'une... Il y a une part de fiction que nous produisons et que nous décelons chez l'autre. C'est un dialogue qui s'instaure, et puis l'imaginaire... oui, le statut d'une personne imaginaire. Vous savez, j'ai quelqu'un qui m'a dit quelque chose, qui malheureusement est décédé, quelqu'un que j'aimais beaucoup, Chantal Duché, prof à Paris 3, que j'aimais beaucoup et qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui m'avait dit une fois, Erika, je crois que tous tes personnages imaginaires et toutes ces personnes disparues qui te hante, ça vient de ton adolescence, la partie de ton adolescence où tu as vécu au Brésil et où il y avait les disparus. Alors peut-être que c'est aussi une façon, je ne l'avais jamais pensé comme ça, mais pourquoi pas? C'est peut-être une façon effectivement de se dire que nos histoires, elles construisent aussi de l'imaginaire et qu'on n'échappe pas à l'imaginaire. On ne peut pas échapper, tant mieux. Ne pas s'interdire à la vie, à la fiction. Que la vie ne doit pas se séparer de la fiction, ne pas couper la fiction de la vie, ne pas se l'interdire en tout cas. Ça serait un beau mot d'ordre. Voilà. Dernière question, ce livre, alors quel est son statut finalement? Parce que quand je vous lis, j'ai à la fois l'impression que je lis un roman, que je lis aussi une œuvre qui se déploie, que je lis un essai à la fois très documenté mais très personnel. Est-ce que c'est un peu tout ça à la fois? C'est tout ça à la fois, c'est-à-dire c'est pas... Pour moi, ça fait partie de mes recherches, même si c'est complètement en marge. Hein, ça fait partie, et en même temps, c'est dans l'entre-deux. C'est cet espace de l'entre-deux. Voilà, c'est un espace transitionnel, finalement, que je m'autorise et qui me sert à réfléchir, justement. Et si je vous dis que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est parce que pour mes enfants, et pour les enfants de mes enfants et les enfants... Vous voyez, je travaille beaucoup sur la mémoire. Donc, je travaille aussi peut-être sur les traces que je souhaite laisser. Je pense que ces histoires-là raconteront plus ce que je suis que toutes les recherches que j'aurais effectuées, même si elles racontent aussi d'une certaine façon qui je suis. Alors pour tous les enfants à venir, je recommande vivement Art, vidéo et fiction du quotidien. Merci beaucoup Erika Thomas, merci à tous. Merci d'avoir suivi cette émission, l'atelier littéraire préparé avec David Frémy et Laurent Gaudin. À très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir.